L'information de 23h sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La police nationale de Côte d'Ivoire reçoit 184 engins pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Un don du président de la République, Alassane Ouattara, pour un renforcement de la logistique d'intervention des agents de la police nationale en cette grande période de fêtes festives. Le dossier de ce journal au cœur de la répression des immeubles en péril. Nos reporters ont suivi les actions des agents du service de la brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Un service dont la mission est souvent incomprise des populations et aussi rejeté. C'est un dossier à suivre ce soir. Nous verrons également le passage de la Côte d'Ivoire représenté par le Premier ministre Patrick Achi qui conduit une délégation ivoirienne au 2e sommet États-Unis-Afrique ouvert ce 13 décembre à Washington. 3 jours durant, les dirigeants de 49 pays devront pouvoir se rencontrer et échanger. Et ce mardi, il y a eu des forums sur la coopération spatiale, la santé, le changement climatique, la paix, la sécurité ainsi que la gouvernance. Bienvenue dans 123 heures. Le Premier ministre Patrick Achi conduit une délégation ivoirienne au 2e sommet États-Unis-Afrique ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Donc pendant 3 jours, les dirigeants de 49 pays devront pouvoir se rencontrer et échanger. Et ce mardi, les échanges ont porté sur la coopération spatiale, la santé, le changement climatique, la paix, la sécurité ainsi que la gouvernance. Et Joe Biden accueille les représentants d'une 50aine de pays africains, sauf la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Le président américain doit parler demain d'investissement, de sécurité, d'économie, de santé ou encore de changement climatique. Les États-Unis veulent par ce sommet réaffirmer leur intérêt pour le continent africain. Et nous réitérons que demain mercredi, il s'agira d'économie avec un forum des affaires prévu avec une première intervention du président américain Joe Biden. Revenons à l'actualité en Côte d'Ivoire avec la cérémonie officielle d'ouverture de la Grande Foire pour la promotion et la valorisation de l'agro-transformation dénommée Carrefour du Terroir. On en sait plus dans ce reportage de Sephora Zegui. Bananes, plantains, aubergines, piments, noix de palmiste et bien d'autres produits agricoles mis en avant à cette 3e édition de la foire commerciale baptisée au Carrefour du Terroir. Une plateforme pour valoriser les produits made in Côte d'Ivoire. Enoch visite pour la seconde fois cette foire. Il est admiratif de la qualité des produits locaux. Problème, les coûts des denrées le repoussent. J'étais venu sur un stand de riz, on m'a dit le riz à 750. Or je sais qu'actuellement le riz local est à 500. Si consommer local coûte un peu cher, c'est en grande partie à cause des conditions rudimentaires dans lesquelles travaillent les acteurs, selon Sandou Bamba, le président de la Chambre nationale d'agriculture. Quand vous voyez un peu la pénibilité du travail de ces braves femmes qui sont dans les milieux les plus reculés, la rudesse du travail, le transport pour venir jusqu'au marché, c'est autant de facteurs qu'il faut donc imputer sur le coût final. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole selon un rapport de la FAO. Et Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, rêve grand pour ces femmes du monde agricole. Je voudrais saluer l'initiative de la foire. C'est un excellent cadre et un bel exemple de valorisation du savoir-faire et du savoir-être de nos braves femmes. Mon souhait le plus ardent est de voir naître des championnes au plan national de l'agrotransformation, comme au Nigeria. Avec le ministre d'État, il n'y a pas de doute. Restons mobilisés et faisons le plaidoyer pour que les femmes puissent être parmi ces champions nationaux. Malgré les difficultés financières et logistiques que rencontrent les acteurs sur le terrain, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, garde espoir. Nous sommes confiants dans l'avenir et nous sommes persuadés que nous y parviendrons avec le concours de tous et une coordination toujours aussi efficace des actions gouvernementales couplée d'une synergie des actions menées par les acteurs que vous êtes.
La 3e édition de la foire commerciale au Carrefour du Terroir se tient jusqu'au 17 décembre à la place de la Sorbonne au Plateau, avec plus de 170 exposants. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est réuni ce mardi autour d'un projet d'avis ayant pour thème jeunesse et drogue. On en parle avec Abdoulaye Koné Ngata Kwame. Sous réserve des amendements à y insérer, l'avis sur l'usage des stupéfiants par les adolescents a été adopté mardi à l'unanimité des membres du CESEC suite à une autosaisine. Il s'impose donc comme un défi social à l'humanité. Il concerne l'avenir de la jeunesse, certitude d'aujourd'hui et surtout l'espoir de demain. Le texte avait été soumis aux membres de l'institution par la Commission des affaires sociales et culturelles, une commission présidée par Mme Colette Kakoutié. Le document prévoit également des recommandations à soumettre au président de la République. Mesdames et messieurs les conseillers, vous avez durant plusieurs jours pris connaissance des projets de rapport et d'avis, objet de notre séance plénière d'aujourd'hui, qui est destinée à traiter ces thèmes dont l'actualité et l'acuité ne souffrent d'aucune contestation. La méthode du consensus étant de rigueur, un cahier des amendements vous a été tenu en vue de recueillir vos différentes observations et remarques. Au sein de vos commissions respectives, vous avez organisé et mené le débat. Les amendements, fruits de vos réflexions, ont été transmis à l'administration. La prochaine plénière du CESEC se tiendra dans une semaine. Incivisme et qualité de vie, c'est le thème qui fera l'objet de réflexion. Autre actualité, une plénière, 10 projets adoptés par les députés de l'Assemblée nationale. Ce sont des projets de loi relatifs à la lutte contre la cybercriminalité, de projets de loi relatifs également aux majeurs protégés par la loi ou encore celui portant sur la création et le fonctionnement du guichet unique pour le développement des PME. Moussa Konaté rapporte la séance présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. On regarde. L'âge de participation au service civique en Côte d'Ivoire passe de 18 ans à 14 ans. Aussi, le service civique est ouvert aux non-nationaux. Le projet de loi de modification de la loi instituant le service civique vient d'être adopté par les députés en plénière. On a supprimé l'âge plafond qui était de 35 ans et maintenant c'est ouvert aux individus de plus de 35 ans. Et donc ça permettra surtout au niveau du bénévolat d'engager un certain nombre de personnes et même des non-ivoiriens qui pourront donc participer au service civique. Au total, 10 textes de loi soumis à examen à cette plénière, présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Les députés ont donné leur accord pour l'ensemble de ces textes, au nombre desquels projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage, projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation, projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Les députés ont aussi adopté le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi, qui crée les conditions de protection des majeurs en situation d'incapacité et d'invalidité, et le projet de loi sur la cybercriminalité. Le texte vient durcir les peines d'infraction sur Internet. Le texte va réduire considérablement les crimes en matière d'Internet, d'information, de cyber et autres. Le président de la République a été bien inspiré en légiférant sur ce domaine-là pour que effectivement les majeurs qui sont incapables soient protégés. La plénière a aussi adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique pour le développement des PME et le projet de loi portant dissolution du FODI, Fonds de développement des infrastructures industrielles, qui fera place à une nouvelle structure de gestion des infrastructures dans le secteur industriel. À la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro, 3 projets de loi sont passés sous l'analyse de la Commission des affaires économiques et financières. Ils se rapportent entre autres au code des douanes, des taxes sur certains matériaux de construction, l'exonération du droit sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Des projets de loi qui ont eu l'approbation des sénateurs en commission selon ce rapport produit par Kader Sogodogo.
Le programme présidentiel prévoit sur la période 2021-2025 la réalisation de 150 000 logements sociaux et économiques. Le montant chiffré est de 1 700 milliards de francs CFA. Pour la mobilisation des ressources, la parafiscalité comme une des solutions. Un projet de loi instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, à savoir le ciment, le fer à béton et le marbre, est présenté par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui est porteur de 2 autres projets de loi devant la Commission des affaires économiques et financières. C'est d'abord un acte de solidarité, voir comment est-ce qu'on peut amener les plus nantis à aider les plus défavorisés à accéder à la propriété immobilière, mais la crainte que les uns et les autres peuvent avoir, c'est concernant les répercussions sur les prix, cette évolution haussière de certains taux d'imposition ou de ces taxes parafiscales. À la vérité, compte tenu du fait que le marché sera suffisamment abondé, compte tenu du fait qu'on aura suffisamment d'offres en matière immobilière, ça va naturellement jouer sur le prix du logement qui va se réduire à la baisse. Des taxes parafiscales pour garantir l'accès aux moins nantis à des logements. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagno-Koné, se veut très clair. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plus de construction accompagnée par des ressources publiques. Parce qu'il faut permettre à toute la population ivoirienne, y compris celle qui aujourd'hui est dans les bidonvilles, de pouvoir accéder à un logement décent. Mais pouvoir accéder à un logement décent, ça veut dire qu'il faut pouvoir demain avoir des logements avec des loyers de 20 000 francs, de 25 000 francs, de 15 000 francs. C'est cela qui va permettre à quelqu'un qui aujourd'hui est dans un quartier précaire de le quitter pour aller dans ce logement décent. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a également présenté les projets de loi portant code des douanes qui consacrent l'équilibre entre les impératifs de facilitation des échanges et les exigences de contrôle. Une grande première après 50 années d'activité. Il y a également le projet de loi portant exonération du droit sur les importations de blé pour lutter contre la vie chère. Tous ces projets ont été votés à l'unanimité. Et cette autre information parlementaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a obtenu l'approbation de la Commission des affaires économiques et financières sur le projet de loi de règlement pour l'année 2021. Ainsi, à la clôture de l'année budgétaire 2021, la vie de la nation aura été plus de 9 525 milliards de francs CFA. Les sénateurs ont à cette occasion validé la modification budgétaire intervenue au cours de cette année 2022. Parlons de sécurisation des fêtes de fin d'année. La police nationale est renforcée dans sa logistique pour la sécurisation des biens et des personnes par le président de la République qui a fait don de 184 engins roulants, un équipement qui vient renforcer la capacité de réaction de la police nationale. Walter Amadou Ouattara. 68 véhicules, dont 2 ambulances et 116 motos, c'est l'ensemble des engins roulants remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au directeur général de la police nationale. L'administrateur de police, Youssouf Kouyaté, s'engage à faire bon usage des équipements reçus. Je voudrais vous réitérer notre engagement, notre loyauté et notre volonté sans faille de vous accompagner dans l'accomplissement des missions nobles que vous a confiées son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sécuriser les personnes, protéger leurs biens reste le plus beau métier qui puisse exister. Faut-il le rappeler, du 1er janvier 2022 à ce jour, c'est au total 231 véhicules et 198 motos qui ont été mis à la disposition de la police nationale. C'est une action du président de la République, Alassane Ouattara, selon le ministre Vagondo Diomandé. Un don qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale pour les différentes actions de sécurisation en cette fin d'année. C'est la poursuite des efforts continus de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Les résultats aujourd'hui s'observent à travers le taux de fréquentation
de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques, les prestataires étrangers qui veulent venir s'installer et investir en Côte d'Ivoire. C'est le fruit du travail abattu par l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais singulièrement par la police nationale. Bravo à vous. Cette remise d'engins précède une autre annoncée pour les tout prochains jours. À présent, le dossier de ce soir, nous partons au cœur de la traque des immeubles menaçant de s'écrouler, une traque orchestrée par la plateforme collaborative de contrôle des constructions par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. On se souvient de 2021 à 2022, le service de la brigade d'investigation et du contrôle urbain aurait enregistré 5 effondrements d'immeubles, parmi lesquels celui de la 9e tranche qui s'est produit dans un bâtiment déjà habité. Cet accident a accusé 19 victimes, dont 6 décès. Et pour éviter ce type de drame, la brigade d'investigation et de contrôle a identifié 79 bâtiments en exploitation menaçants, ruines et qui peinent à être évacués. Ce soir, leur mission nous est rapportée dans ce dossier Ecoplus de Jean-Luc Bambo. Cocody à Toban. Cet immeuble a 30 ans, mais il présente à divers endroits de grossières malfaçons de construction et des fissures dans les murs. Il a été placé sur la liste des bâtiments à démolir. Ceci après plusieurs missions d'observation de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, aussi bien sur le bâtiment que dans le voisinage. Le risque pour ce bâtiment, d'abord, c'est que le bâtiment peut s'effondrer. Et le bâtiment qui est juste à côté, l'immeuble qui est juste à côté, peut s'effondrer et donc créer des problèmes au voisinage. Il a été informé de ce que son bâtiment présentait donc un risque d'effondrement et qu'il fallait évacuer. Mais son propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Il s'oppose fermement à la destruction de son bien. Argument à l'appui. La visite se terminera en queue de poisson sur un dialogue de sourds, comme bien souvent. Mais il en faut bien plus pour décourager les agents de la plateforme, outil de lutte contre les effondrements récurrents d'immeubles et autres constructions hors normes en Côte d'Ivoire. Mise en place en août dernier, la plateforme collaborative a identifié 79 bâtiments menaçant ruine à démolir, comme celui-ci à Angredjomi, un sous-quartier de Cocody. C'est un immeuble qui a été construit également sans permis de construire et la structure du bâtiment même pose problème. Construit au bord d'un ravin, cet immeuble comporte 5 niveaux dont 2 sous-sols. Le propriétaire a reçu plusieurs injonctions de produire un document de stabilité sans succès. En l'absence de réponse, le ministère de la Construction a décidé de passer à l'action ce jour, la démolition. Accompagné d'un détachement de la police, mais également d'un auxiliaire de justice. On donne des mises en demeure et c'est après l'exécution de ces mises en demeure, on assiste à la démolition des maisons ou bien des immeubles qui ont été ciblés. Malgré les nombreux avertissements, le bâtiment était encore occupé par de nombreux locataires. Je suis venu donner ma caution 5 jours. Ils ont pris ma caution. Je suis venu. Ils m'ont donné la clé. En même temps que j'arrive net, on nous fait sortir. Ils n'ont qu'à me donner ma caution pour que je puisse partir prendre une autre maison. Ils ne m'ont rien dit. Je ne sais pas lire aussi pour dire que je vais lire ce qu'ils ont mis là. Pourtant, selon le code de la construction, les locaux qui ont reçu une notification d'évacuation ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition d'autrui. Par ailleurs, le propriétaire du dit immeuble est tenu de verser aux occupants une indemnité représentant leurs frais de relogement. En clair, leur caution. Il sait que je vais partir, mais pour le moment, il ne sait pas où partir d'abord parce que j'ai parlé de la caution. Il a ma caution. Pas moi seulement, mais c'est qu'il y a chacun gère ses problèmes. Moi, il a ma caution. 220 000. Les mairies à qui la loi incombe la mission de faire évacuer les immeubles menaçant ruine ou insalubres sont confrontés à cet obstacle qui paraît insurmontable. Rares sont les communes qui arrivent à le faire. Résultat, 11 immeubles se sont effondrés en 2020, 2 en 2021 et 3 en 2022. C'est pourquoi le ministère de la Construction a décidé de prendre lui-même le taureau par les cornes pour mettre fin
à cette spirale de drame dans l'immobilier. C'est d'appeler nos populations que l'action que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme mène, c'est pour leur sécurité, c'est pour leur vie. Ce n'est pas aller contre les intérêts. Pendant que les derniers habitants vident leurs affaires, les bulldozers commencent à faire vrombir leurs moteurs, prêts à passer à l'action. C'est à ce moment qu'apparaît cette jeune femme qui se présente comme un proche du propriétaire. Au moins, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent qu'on n'a pas pris l'expertise. On dit si on a pris l'expertise, on veut leur expliquer. Ils ne veulent pas nous écouter. Rejointe un peu plus tard par une autre, décidée à donner la version du propriétaire. C'est vrai que les courriers sont venus, mais on a pris des experts qui sont actuellement en train de travailler. Ils n'ont pas encore donné leurs résultats, mais ce matin même, ils devaient venir. 6 mois que la procédure d'évacuation a été lancée dans cet immeuble. C'est seulement le jour de la démolition que l'équipe de Ngolo Yao apprend que ce propriétaire s'est attaché les services d'un bureau de contrôle. Une fuite en avant, selon la plateforme qui accepte malgré tout d'offrir un sursis d'1 semaine. Le propriétaire vient de nous donner l'information qu'il a signé un contrat avec le cabinet SGS pour faire l'étude de stabilité et de solidité du bâtiment. Le bâtiment échappe in extremis à la démolition. Mais pour combien de temps? Il faudra surtout que les résultats du cabinet de contrôle, sollicités dans les derniers instants, produisent un rapport qui donne tort à la plateforme et à la brigade d'investigation, pour qui cet immeuble représente un réel danger pour ses occupants. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est noble pour préserver les vies. Et c'est autre information du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. 32 milliards seront mobilisés pour la rénovation des quartiers précaires dans le district d'Abidjan, où des habitations de haut standing sont parfois à côté des quartiers précaires. Une situation devenue intenable pour le ministère de la Construction qui a donc mis en route un projet de restructuration de ces quartiers spontanés. Et ainsi, l'objectif, c'est d'obtenir un cadre urbain d'ensemble mieux structuré et beaucoup plus agréable pour tous les habitants du district d'Abidjan. Une rénovation qui va coûter 32 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Autre actualité, l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif du RHDP visite le chantier du siège en plein rénovation. Depuis quelques mois, des travaux de rénovation du siège du RHDP dans la commune de Cocody ont été lancés. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif de ce parti, s'est rendu sur le chantier pour une visite des travaux. Il est venu s'enquérir du bon avancement du chantier. Le point avec Laure Goretti. Dans quelques semaines, le siège du RHDP à la rue Le Pic aura un nouveau visage. Des travaux de rénovation du siège ont débuté depuis quelques mois. Le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo, a visité le chantier. Nous sommes sur les travaux de finition. Voilà qu'ils viennent voir, se rendre compte de ce qui est fait. Au-delà de tout ce qui est dit, je suis satisfait en ce qui me concerne de l'état d'avancement des travaux. Grand maximum, dans 10 jours, nous aurons terminé complètement. Commentant la récente actualité politique, le secrétaire exécutif du RHDP a tenu à faire des mises au point suite aux déclarations du président du PPACI, Laurent Gbagbo, au cours de sa visite dans la région de Lamé. Nous ne sommes pas là à la tête de l'État pour faire peur à qui que ce soit. Nous sommes là pour travailler pour les Ivoiriens et les Ivoiriens, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Si nous étions là pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer. Désormais, le siège du RHDP disposera de nouvelles salles, en plus des salles rénovées, d'un dispensaire et bien d'autres commodités modernes. Cissé Bakongo a salué le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Autre actualité politique, les partis politiques RHDP, PDCI, RDA, PPACI dans la ville de Bokanda se sont réunis pour des actions de paix et de cohésion pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa.
À travers ce moment de communion, les cadres du RHDP, du PDCI RDA et du PPACI de Bokanda s'engagent résolument à cultiver la paix. Un engagement qui sonne ici à Kofi Konankro dans la région du Nzi comme un signal fort pour le renforcement de la cohésion sociale et par-delà augure de belles perspectives. Tout le monde est content. Vous voyez, même la jeunesse est venue dire devant tout le monde ici que vraiment, voilà ce qu'elle attendait. Il faut qu'on fasse la paix. Et rien que la paix. Lorsque on vient sceller un tel pacte, je pense que c'est pour le développement de nos cités. Donc franchement, c'est pour nous un bénéfice. Les leaders des différentes obédiences politiques se félicitent pour ce pas franchi. Une parfaite illustration de maturité politique cruciale pour le développement de leur région. Je suis heureuse aujourd'hui parce qu'il faut montrer que nous avons de la maturité. C'est vrai. La politique fait partie de notre choix, mais nous avons notre éducation. Et il ne faut pas confondre les choses. Et donc, c'est avec bonheur que nous sommes là aujourd'hui pour que Bokanda retrouve la paix et le développement. Je suis heureux, je suis fier de savoir que mes frères savent faire la part des choses entre la politique et la fraternité. Seul dans l'unité, on peut être efficace, on peut avoir la force, on peut construire. Si nous mettons ensemble toutes ces forces disparates que nous utilisons pour nous combattre, rien qu'au nom de la politique, on n'est pas efficace. Mais si nous mettons ces forces-là en commun, on peut se rendre utile à Bokanda et à nos parents. Ce rendez-vous de la paix a été ponctué par la visite du mythique orchestre Teki Jazz de Kofi Konankro. Un orchestre vieux des années 60. Voilà, la paix, une valeur qui fonde le développement. Nous partons à présent pour Séguéla, à Kamalo, dans le département de Séguéla, où les conflits d'agriculteurs-éleveurs sont récurrents et ont suscité l'attention du médiateur délégué de la République dans ces régions du Worodougou, du Béré, Sorodo, Siélé, a initié des réunions de sensibilisation dans les localités de Kamalo. Après les échanges, les agriculteurs et les éleveurs ont décidé de mettre leurs relations sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Tout est bien qui finit bien. Suivons ce commentaire de Sephora Zeki. Fini les querelles. Après des mois de tension dues à des destructions de cultures par des troupeaux de bœufs, les agriculteurs et éleveurs de la sous-préfecture de Kamalo, dans le département de Séguéla, décident de se tendre la main. Réunis à l'initiative de Sorodo Siélé, médiateur délégué de la République dans les régions du Worodougou et du Béré, ils prennent l'engagement de prôner la paix. Par la voix de leur porte-parole, les éleveurs ont tenu à présenter leurs excuses suite aux dommages causés aux agriculteurs. Et les parents ont accepté le pardon des peuls et du commandant ajouté au médiateur pour pouvoir mieux vivre avec les éleveurs. Les tensions se sont suffisamment apaisées. Nous allons par la suite faire des sessions de formation pour que cette cohésion tant souhaitée puisse être toujours de mise. Pour sa part, le médiateur Sorodo Siélé se félicite de la qualité des échanges entre les différentes parties. Il entend consolider les acquis de ces assises afin de mettre un terme au conflit éleveurs-agriculteurs. Les débats ont été très francs, très sincères, très directs. Ils ont fait leurs propositions. Nous allons retourner et mettre ça sur un document. Nous allons nous retrouver ici à Kamalo pour valider l'ensemble de ces propositions pour que les agriculteurs et les éleveurs, chacun puisse faire son activité dans la tranquillité et la cohésion sociale. Pour mieux encadrer leurs relations, les deux parties s'accordent sur un protocole de bonne cohabitation. Les points principaux de cet accord sont entre autres la réactivation des comités d'éveil, la surveillance du bétail par des bouviers âgés d'au moins 18 ans et l'interdiction de faire paître les bœufs de 19h à 6h du matin. Et comme un saut sur cet engagement à valoriser la paix, la religion, c'est d'ailleurs ce dont parlera le sujet qui suivra. La communauté paroissiale de Saint-Joseph artisan d'Atekoubé était en fête dimanche dernier après la célébration de la première messe de l'un de ses fils, Herman Angoran, ordonné par le cardinal Coutois en juillet 2022.
Le point sur cette célébration avec Grace Kando. Des vêtements liturgiques roses pour célébrer le dimanche de la joie, en ce 3e dimanche du temps de l'Avent, on tendait 4 semaines de piété pour préparer Noël. La paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé met ce moment à profit pour célébrer la première messe de l'un de ses fils, le père Herman Ludovic Arnaud Angora, ordonné le 9 juillet 2022 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Au cours de cette célébration, Monseigneur Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, a exhorté le nouveau ministre du Christ à prendre à bras le corps son sacerdoce et à être un prêtre à l'image du Christ. Au nombre des invités et fidèles, le ministre des Sports, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin-Claude Danhaut, prend l'engagement de soutenir le nouveau prêtre dans sa mission en vue d'un sacerdoce fructueux. Pour rappel, le père Ludovic Arnaud Angora a été affecté à la paroisse Sainte-Trinité d'Akwedo-Atié dans la commune de Cocody, où il exerce en tant que vicaire. Voilà, nous achevons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.